Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour un nouveau débat au Collège des Bernardins à travers la page Facebook Live, mais aussi le site du Collège et puis la page YouTube. Ce débat s'inscrit de nouveau dans la volonté et dans le projet du Collège de dialoguer avec la société sur les grands sujets du moment à travers son pôle de recherche. Et ce soir, nous allons débattre à partir de réflexions, de questionnaires et de propositions concrètes aussi élaborées par les co-directeurs du département de recherche politique et religion, Antoine Arjakovski et Jean-Baptiste Arnaud, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Et donc, ils se sont interrogés sur la pandémie autour de trois grands thèmes et trois grandes questions. Quelles sont les causes de cette crise, de la crise actuelle et de la crise mondiale? Quel examen de conscience on peut en tirer? Et puis surtout, quelles solutions on peut apporter pour passer dans ce monde d'après? Donc, ces trois thèmes ont fait aussi l'objet de publications et vont faire l'objet de publications dans The Conversation, puisque l'un des premiers articles a déjà paru et deux autres articles vont paraître. Et on va donc aborder ces thèmes de transition spirituelle, ces thèmes de comment passer dans ce monde d'après en harmonie entre l'individu, la société, l'économie, l'écologie. Tous ces thèmes-là, eh bien, on va les aborder avec nos invités ce soir, que je suis ravi d'accueillir également, et à qui je propose de se présenter, en commençant par Dominique Potier. Bonjour, Dominique Potier, je suis député de Meurthe-et-Moselle et président d'Esprit Civique. Bonjour, Anne Dutilleul. Moi, je suis ancienne haut fonctionnaire puisque j'ai quitté la fonction publique depuis quelques mois. Et je suis maintenant administrateur au Secours catholique et engagé en fait depuis plus longtemps chez les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et au Secours catholique, je suis particulièrement les territoires zéro chômeur de longue durée. Bonsoir, Olivier Favreau. Je suis professeur d'économie à l'université Paris-Nanterre, enfin professeur émérite, ce qui veut dire simplement que j'ai passé l'âge d'être obligé d'enseigner. Et j'ai un lien particulier avec le Collège des Bernardins où j'ai dirigé pendant 10 ans, co-dirigé avec le père Baudouin-Roger, le département économie et société pour une recherche collective qui portait sur l'entreprise, dont j'aurai sans doute à reparler. Bonsoir, je suis le père Jean-Baptiste Arnaud, je suis co-directeur ici au Collège des Bernardins du département de recherche politique et religion avec Antoine Arjakovski et je suis théologien et j'enseigne aussi la théologie. Je suis directeur du premier cycle ici à la faculté Notre-Dame, donc pour la formation des étudiants en théologie. Écoutez, Père Jean-Baptiste Arnaud, je vais commencer par vous. Vous avez quand même au cœur de cette réflexion qui est vaste. Hein. Donc essayons un petit peu de la réduire. Les causes, il y a multiples causes, mais quelle est votre analyse des causes de cette crise mondiale qui est quand même a frappé cette planète et en quelques semaines a tout mis sans dessus-dessous? Je n'aurais pas la prétention de repérer les causes au sens où cette pandémie, elle a certainement des causes scientifiques, elle a certainement des causes qui nous échappent, mais on s'est interrogé, disons, pour se demander comment est-ce qu'on a pu en arriver là. C'est notre examen de conscience, il comprend en fait ces trois temps. Hein. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? D'où est-ce qu'on vient? Et qu'est-ce que révèle au fond cette situation? Et puis ensuite, on parlera des deux autres étapes ensuite. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et puis qu'est-ce qu'on peut imaginer pour demain? Mais la cause qui nous est apparue, en tout cas, je suis pas sûr que ce soit au sens strict une cause, mais plutôt peut-être ce qu'on appellerait un discernement, repérer des phénomènes, repérer des évolutions, repérer aussi peut-être des trous noirs ou des oublis ou des aveuglements. On s'est rendu compte que finalement, cette crise sanitaire et tout ce qu'elle a entraîné de crise sociale, économique, a été aussi un révélateur, a révélé ce que peut-être on ne voulait pas voir ou que certains voyaient, que certains d'ailleurs disaient de manière un peu prophétique, mais ne voulaient pas voir ou dont on ne voulait pas tirer toutes les conséquences. Et il nous est apparu important de nous exprimer. Ça nous a pris un certain temps, et en particulier le temps aussi d'abord du silence, de la méditation, de la réflexion. Ce n'était pas si facile d'avoir une parole. Tout le monde a eu une parole, ou beaucoup en tout cas, dans cette crise. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il nous a fallu quand même de longues semaines et que c'est pratiquement déjà sorti du confinement, en particulier de cette expérience, qu'on a pu écrire quelque chose. Ce qui nous est apparu d'emblée, c'était que, parce que ça correspond aussi aux recherches que nous menons aussi ici au Collège des Bernardins, avec Antoine Arjakovski, c'est qu'il y avait sans doute une méprise sur ce qu'était la personne humaine, et ce qu'était la personne humaine dans ce qui la constitue, un corps, une âme, un esprit.
on pourra y revenir, dans ce qu'il a constitué dans ses relations, dans une société, et dans une société qui est contenue et débordant d'une nation et de plusieurs nations reliées entre elles, et qu'on avait sans doute un peu oublié cela, et que finalement, cette crise, dans tout le drame qu'elle a représenté, a aussi permis cette prise de conscience. Donc on est dans un examen de conscience qui se veut en même temps une prise de conscience, plutôt qu'une recherche des causes qui serait un travail pour lequel, en tout cas, moi, je n'ai pas les compétences, mais qui nous dépasserait, je pense. Et donc, on n'est pas uniquement dans une crise sanitaire et économique, on touche à autre chose également. Donc, on est dans une crise personnelle ou personnaliste, en tout cas, qui révèle qu'il y a ce besoin vraiment de réfléchir sur ce qu'est une personne. Beaucoup de gens sont d'accord pour le dire, bien sûr, le respect des personnes, encore faut-il le vivre, mais encore faut-il savoir aussi de quoi on parle quand on parle d'une personne, et quand on parle d'une personne dans ses liens avec d'autres personnes. Et cette crise a révélé qu'il était urgent et nécessaire de vivre cela, et que le temps, en tout cas ce temps de confinement en particulier, a aussi permis cela. Je pense beaucoup d'initiatives, en particulier je pense à des initiatives de solidarité dans une ville comme Paris, à la fois au niveau des quartiers, moi je m'en suis bien rendu compte autour de chez moi, mais aussi dans un niveau plus global de la ville de Paris par exemple, ont manifesté qu'il y a eu finalement quand même une occasion favorable. On le dit au début de notre article, un kairos, un moment qui a permis quand même que des choses émergent. J'en parlais tout à l'heure avec Dominique Potier. Il me semble aussi au niveau d'une plus grande attention à chacun. Évidemment, c'est des choses que tout le monde veut vivre, mais qu'on a du mal à vivre. Comment est-ce qu'on est attentif à la singularité des personnes? On ne peut pas traiter simplement les gens de manière globale. Et je crois que en tout cas, on a pris conscience qu'il fallait le faire. Certains l'ont fait, et ça engage, je pense, des initiatives pour la suite. Ouais. Anne Dutilleul, cette notion de solidarité, justement, dans votre travail, comment elle s'est matérialisée, comment vous l'avez appréhendée? Alors, effectivement, c'est vraiment au cœur de la mission du Secours catholique. Et le Secours catholique s'est tout de suite mobilisé pour les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui n'avaient aucune protection. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de discussions sur la protection sociale en France qui est très forte, qui demande encore à être renforcée. Mais il y a aussi tous ceux qui y échappent. Et c'est là-dessus que le Secours catholique a su se mobiliser tout de suite pour dire les personnes de la rue, celles qui vivent de la rue, de l'économie informelle, n'ont absolument aucune protection et aucune bouée de sauvetage dans cette crise, puisqu'on était tous confinés chez nous quand on avait un chez nous. Et on avait donc à nourrir nos enfants alors que d'habitude ils vont dans la cantine scolaire qui est subventionnée. Donc il y avait des tas de questions très matérielles qui se posaient aux familles, aux personnes qui n'avaient tout simplement pas de logement ou qui allaient être mises dehors à la suite des opérations diverses solidaires ou autres. Donc ces questions-là, le Secours catholique les a prises à bras-le-corps et a initié un certain nombre d'initiatives et de demandes qui après se sont retrouvées au niveau collectif, bien sûr, comme les chèques services qui ont été amplement distribués après par l'État. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'ils ont su trouver aussi les moyens non pas de contourner les règles, mais de trouver les interstices dans lesquels les règles pouvaient être utilisées pour servir vraiment les personnes. Et c'est là que je rejoins ce que disait Jean-Baptiste Arnaud, c'est-à-dire que la préoccupation des personnes est passée avant le système, l'organisation, etc. Donc, par exemple, il y a eu cet appel à la main-d'œuvre pour remplacer les saisonniers agricoles étrangers qui n'arrivaient pas, évidemment, puisque les frontières étaient fermées. Et cet appel a été entendu aussi et relayé pour les migrants qui, eux, n'avaient pas le droit de travailler. Or, tout le monde, après analyse, on s'est aperçu que les préfets pouvaient avoir tout à fait des dérogations pour autoriser ces personnes à travailler. Donc, ça a mis en lumière aussi qu'il y avait des situations qui pouvaient être résolues localement, même avec des règles nationales qu'on peut imaginer assez pesantes, très cadrées en France, et que donc ça donne, je pense, une bonne idée de la méthode qui pourrait être reprise pour la suite. On a vu aussi des choses informelles se mettre en place, où des gens de quartier, du voisinage, finalement, aider les gens qui étaient à la rue en termes de distribution. Donc il y a eu cet élément quand même où on s'est tourné vers l'autre. Voilà, tout à fait. Et des jeunes, par exemple, qui n'allaient plus à l'école, se sont présentés pour aller distribuer ces fameux chèques services. Donc, pour rencontrer aussi les personnes qui se trouvaient seules.
d'autres, les plus âgés, qui ne pouvaient pas sortir de chez eux, les bénévoles de plus de 70 ans, qui se retrouvaient un petit peu désœuvrés, ont pris leur téléphone et ont appelé les personnes habituellement accueillies dans les permanences de Secours catholique, pour donner un exemple. Mais effectivement, il y a eu des quantités d'initiatives qui, je pense, sont extrêmement fructueuses et intéressantes pour l'avenir, parce qu'il faut vraiment les retenir comme un terreau de possibilités de changement de la société et d'attention aux autres beaucoup plus développé. On a aussi la chance d'avoir avec nous ce soir un regard, j'allais dire, d'économiste et un autre un peu plus politique. Olivier Favreau, votre regard d'économiste un peu sur cette crise et ce qu'elle a révélé. Alors on dit que l'économie, c'est la science du lugubre. Et alors donc ça la science, ça je ne connaissais pas cette expression. Si, la c'est science une formule du lugubre. historique d'un auteur du 19e siècle. Et donc évidemment, on n'est pas les mieux placés pour parler d'une façon euphorisante de ce qui se passe. Alors ce qui est sûr, c'est que cette crise, évidemment, révèle une accumulation de problèmes qui ne datent pas d'hier et qui, alors là, maintenant, nous explosent complètement à la figure. Alors, on dit aussi qu'il y a deux sortes d'économistes. Il y a les économistes qui ne savent pas, et puis il y a les économistes qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. Alors, je vais être très prétentieux. Je m'honore de faire partie de la première catégorie. Je n'osais pas vous poser la question. Voilà, je fais partie. Donc, il faut être humble. Et donc, écoutez, franchement, on est tous écrasés par l'immensité et la complexité des problèmes. Bon, et néanmoins, il faut quand même à la fois réfléchir et agir. Alors, une façon de se débrouiller dans cette obscurité généralisée, c'est peut-être de s'appuyer sur les travaux des historiens et économistes du passé. Et je pense en particulier à un historien, d'ailleurs, que vous avez aussi utilisé, qui est Karl Polanyi, et dont la thèse trouve à s'appliquer d'une façon extrêmement précise, et d'ailleurs aussi extrêmement cruelle en ce moment. Dans le courant du 19e siècle, il y a eu une inversion complète des rapports entre l'économie et la société. C'est-à-dire qu'avant, l'économie était encastrée dans la société. Bon, ça ne s'est pas fait évidemment ni en un an ni en 10 ans, mais ça s'est vraiment opéré dans le courant du 19e siècle. Aujourd'hui, la société est totalement encastrée dans l'économie. Et ce que nous vivons, c'est la crise de cet encastrement, avec ça se manifeste particulièrement clairement et de façon particulièrement évidente à 3 niveaux. Il y a 3 choses qui ne devraient pas être des marchandises et qui sont des marchandises. Ça, c'est la thèse de Polanyi. Il y a le travail. Le travail. Il y a la nature. Vraiment, ça s'applique immédiatement. Et son ouvrage, La Grande Transformation, est paru en 1944. Et enfin, il y a la monnaie, l'argent, qui est devenu évidemment le grand langage de référence. Et alors aujourd'hui, on a les 3 problèmes à la fois. Au fond, il y a un triple processus de marchandisation. Et donc, nous sommes confrontés à une tâche évidemment gigantesque, qui est de commencer à réencastrer l'économie dans la société, de faire fonctionner la machine en sens inverse. Et donc, je vais m'arrêter tout de suite, puisque j'ai dit que je ne savais pas, et c'est sûr qu'on a besoin de toutes les disciplines, de tous les apports, de toutes les bonnes volontés. On a besoin aussi, on y reviendra certainement tout à l'heure, tant la tâche est immense, malgré tout, d'une certaine, j'allais dire, une certaine naïveté, de se dire, bon, par où commencer ? C'est-à-dire, Dieu sait que j'aime les réflexions théoriques, mais il y a un moment où il faut dire, bon, commençons quelque part. Alors, où est ce quelque part pour notamment faire bouger tout ce que vous avez dit sur la personne, avec d'ailleurs des tâches magnifiques qui se sont déjà manifestées concrètement et que vous avez décrites. Et Dominique Potier en connaît aussi d'autres. On va poser la question à Dominique Potier. On commence où, du coup, s'il faut commencer quelque part sur cette crise qui est révélatrice de problèmes qui sont anciens? C'est peut-être la défaite définitive de Margaret Thatcher. La société, ça n'existe pas. Et on a redécouvert que l'État, mais également la société civile, était ce qui nous permettait de résister, plus que les forces économiques qui étaient mises au ralenti et à disposition de la société et du commun. Donc c'est une révolution culturelle pendant laquelle sont apparues des pensées qui
qui étaient souterraines et qui tout à coup ont jailli. Moi, j'étais étonné de la parole qui a été donnée par la presse à des intellectuels qui n'étaient pas inconnus, mais qui tout à coup sont devenus populaires. Voilà, donc, on va dire quelque chose de souterrain a jailli, une révélation. Je pense à la question en vous écoutant, je pensais à la question de Bruno Latour. À quoi tenons-nous ? Et comme on dit dans mon village, j'aime bien bonjour l'idée de la décence commune. C'est peut-être la fin de Il n'y a pas de société de Margaret Thatcher et le triomphe de la common decency de Orwell, de dire il y a une décence commune. Et dans mon village populaire de l'Essarimi, les gens ils disent il faut savoir ce qu'on veut. Et savoir ce qu'on veut, c'est vraiment le défi de notre civilisation. Et on a eu quelques mois pour savoir ce que nous voulions. Alors, bien sûr, il y aura des rechutes, il y aura des bégaiements. Mais je pense que fondamentalement, cette expérience, ce Kairos, va produire un changement. Pas un changement immédiat, mais un processus de changement. Et à nous de l'éclairer. Moi, je suis étonné de l'horizon culturel plutôt commun. On n'avait pas plus d'utopie, c'était la fin des utopies. Or, autour de deux concepts qui sont extrêmement anciens, extrêmement enracinés, et on peut le dire ici au Collège des Bernardins, l'égale dignité de la personne. Et d'autre part, le concept de maison commune, de notre interdépendance planétaire, sont devenus des lieux communs. Ils se sont banalisés, ils se sont vulgarisés, ils sont populaires désormais. Et ça, c'est une grande joie. C'est des fondamentaux qui avaient été écartés et qui reviennent comme les bases de tout discours politique qui veut se situer dans le temps. Et ça, c'est une sacrément bonne nouvelle. À la fois la conscience d'une fragilité et la révélation de ce à quoi nous tenons. Il faut désormais que nous sachions dire collectivement ce que nous voulons. Père Jean-Baptiste Arnaud, du coup, si on arrive à l'examen de conscience, est-ce que vous avez l'impression que justement on a redécouvert certains fondamentaux, c'est-à-dire des choses qu'on avait un peu oubliées, tout d'un coup se sont réimposées d'elles-mêmes et se sont posées au cœur du débat public? Ce qui est intéressant, c'est que notre conversation, depuis qu'on a commencé, bien sûr, nous ne nions pas, et Olivier Favreau l'a dit avec force, que les conséquences dramatiques de cette situation que nous avons vécue, mais je suis assez impressionné de voir comment, assez vite, au fond, nous arrivons à justement apprendre à repérer ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de promesses, ce qu'il y a d'initiatives, nous l'avons dit, dans cette situation. Et je crois que ça me paraît un élément quand même important à souligner, cette vulnérabilité, cette fragilité qui se sont révélées. Au fond, elles sont aussi porteuses d'une certaine espérance. Ce qu'on a sans doute oublié, c'est que dans notre rapport à la personne, mais aussi dans notre rapport au monde, dans notre rapport au réel, dans notre rapport à la connaissance, nous essayons d'en parler dans ces articles, c'est que tout ne se réduit pas à une approche technique, scientifique, économique, marchande. Volontairement, je prends quelques adjectifs qui ne sont pas tout à fait similaires, mais qui se complètent pour dire au fond quand même qu'il y avait une forme de réduction dans notre manière, non seulement de connaître le monde, de nous connaître les uns les autres, d'agir aussi. Et que cette crise n'en a pas été tout à fait non plus, il n'y a pas été tout à fait étrangère. La question du rapport à la science, la question du rapport à l'économie, ou même nous avons voulu aussi dire quelque chose et écrire quelque chose en période de déconfinement, alors que tout d'un coup, le fameux monde d'après semblait devenir à nouveau polarisé par l'exigence de consommer. Nous sommes convaincus qu'il y a autre chose qui se joue et qui est sans doute lié un regard qu'on porte, on a terminé là-dessus notre série d'articles sur une révolution du regard qui peut paraître un bien grand mot ou un bon sentiment. Pas du tout, je crois qu'il y a vraiment un travail à faire pour savoir comment nous considérons le monde, comment nous considérons la personne humaine dans sa dimension non seulement corporelle, mais aussi culturelle et également spirituelle, que l'on soit croyant ou non en fait. Quand nous parlons de conscience spirituelle, nous ne voulons pas, il n'y a pas, bien sûr nous le faisons, en tout cas je suis prêtre théologien, mais je sais aussi que cette réalité-là, elle est présente en toute personne. Et donc le regard que nous portons sur des personnes, sur des enjeux aussi, des choix politiques qui sont posés, des enjeux de long terme, ici au Collège des Bernardins, dans notre séminaire de recherche, nous travaillons justement sur ces nouveaux paradigmes que nous voulons recueillir pour une société plus juste, plus solidaire aussi. Et
ce qui nous est dit par les personnes qui viennent travailler avec nous, de toute confession et de toute sensibilité et de différentes expériences et engagements et compétences politiques, économiques, c'est qu'il y a besoin de prendre ce temps pour réfléchir, ce temps pour prendre du recul, pour aller un peu au fond des choses. Voilà. On est sans doute... cette crise nous a obligés à nous arrêter. On a tiré la sonnette d'alarme, l'image a souvent été prise et tout s'est arrêté. Et au moins, nous avons pu... Et il faudra continuer, et c'est un peu la difficulté ou la tentation de ces semaines et de ces mois de déconfinement, de prendre le temps d'aller au fond des choses, au fond des enjeux, et en particulier des enjeux pour la liberté humaine. Il y a toujours une liberté possible. Il n'y a pas un schéma, qu'il soit économique, qu'il soit scientifique, qui simplement entraînerait les hommes sans qu'ils puissent prendre des décisions, et souvent des petits pas, c'est certain, et nous l'avons dit tout à l'heure déjà, mais des décisions qui peuvent aussi changer le cours des choses. C'est ça qui me paraît important. Je vais rebondir sur ce que... On parlera tout à l'heure des changements et comment on peut opérer des changements, mais je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître des nouveaux acteurs d'une certaine manière, ou en tout cas des acteurs qu'on avait oubliés dans cette crise. On a vu apparaître tout d'un coup le personnel soignant, on a vu apparaître les gens qui livraient les choses, on a vu apparaître les chercheurs aussi qui ont pris une place, les politiques étaient là, avec tous les débats autour, les économistes étaient là. Donc du coup, j'ai envie de poser la question, et à vous trois et à tout le monde, cet examen de conscience, il ne se fera que si ces gens-là, d'une certaine manière, avancent d'une façon commune. Comment on fait ça, Anne Luthiel? Comment on fait en sorte que ce que vous faites avec le Secours catholique, eh bien, ça prenne une dimension politique, que ça vienne interpeller d'autres secteurs pour que justement cette notion de mise en avant commune et d'avancée commune se matérialise? Alors, je crois qu'on est vraiment dans cette démarche-là, mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur ce que disait Jean-Baptiste Arnaud tout à l'heure. C'est qu'on a oublié le fondement spirituel. Et je crois que ce qui est très différent dans la façon dont on voit l'économie aujourd'hui, c'est qu'on croit que l'économie, c'est une science qui avance toute seule. Or, pas du tout. C'est une science qui a des présupposés politiques ou spirituels, intellectuels, en tout cas dans ses hypothèses. C'est-à-dire que l'économie, elle ne se fait pas sans avoir quelques hypothèses sur la façon dont les acteurs réagissent à tel ou tel stimulus, etc. Donc que l'économie n'est pas neutre. Donc déjà, c'est un premier point, je crois qu'il faut avoir. Ensuite, quand on parle d'économie, on parle soit de macroéconomie, donc c'est les grandes dimensions au niveau de l'État qui sont comptabilisées dans la comptabilité nationale, par exemple, ou on parle de la microéconomie, c'est-à-dire des acteurs économiques eux-mêmes, les entreprises et un certain nombre d'acteurs qui agissent aussi sur le tissu économique. Donc il faut bien distinguer les niveaux. Sur la macroéconomie, par exemple, depuis plusieurs années déjà, le Parlement a voté une loi en disant que l'État devait mesurer non seulement le PIB pour la richesse nationale, mais des nouveaux indicateurs de richesse. Et ça remonte loin, puisque c'était un rapport de Stiglitz, Amartya Sen. Et, je m'en souviens très bien. Donc, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Or, pour l'instant, c'est resté quasiment lettre morte, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Dans l'expérience territoire zéro chômeur de longue durée, on avait dit qu'il faudra mesurer ces nouveaux indicateurs de richesse sur les territoires en question pour en faire le bilan et l'évaluation. Bref, donc ceci pour dire que il y a le niveau macroéconomique auquel il faut s'intéresser de façon un peu plus, je dirais, intelligente pour comprendre ce qui se passe, pour essayer de démêler un peu plus ce qu'il y a derrière les grands chiffres qu'on nous propose. Et puis au niveau microéconomique, il y a cette fameuse liberté d'entreprendre, cette liberté des entrepreneurs eux-mêmes. Et on a vu dans la crise les différentes attitudes qui pouvaient être celles des entrepreneurs, entre celui qui a fermé une journée pour mettre tout le monde en sécurité et qui a rouvert le lendemain. J'en connais un très bien, donc ce n'est pas une hypothèse en l'air. Et d'autres qui ont dit « Ah ben non, on ne peut rien faire, on met tout le monde au chômage partiel, on arrête tout, on ne peut plus travailler et c'est l'État qui va pourvoir à nos besoins ». Alors, il y a aussi là, sur le plan de la liberté d'entreprendre, un paradoxe qui est tout le monde veut être libre, mais en fait, dès que ça va mal, on appelle l'État à la rescousse. Et ces paradoxes, ils sont très intéressants parce que je pense que c'est, au point de vue méthode,
pour réfléchir à la façon de faire converger les choses, il faut les identifier. Il faut identifier ces contradictions, les objectifs contradictoires d'un certain nombre d'acteurs et arriver à les faire fonctionner ensemble. Moi, c'est ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle pour faire avancer des projets où il fallait mettre d'accord les élus locaux, l'État, les entrepreneurs, la population locale où s'installaient les projets. Et tout le monde devait arriver à converger sur un projet. Et là, on est un peu dans la même situation et il ne faut surtout pas que chacun travaille dans son coin. Et je trouve que ce qui est très intéressant, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi au Secours catholique, c'est d'avoir cette relecture où on fait parler les plus pauvres qui ont été durement touchés et encore touchés aujourd'hui, ceux qui essayent de les aider, ceux qui réfléchissent intellectuellement aussi à ce que c'est que le travail, à ce que c'est que la pauvreté et ses conséquences, à ce que c'est que la dignité des personnes, comme le disait Dominique Potier, etc., etc. Donc c'est les intellectuels, la réflexion même spirituelle qu'on a ici au Bernardin, elle est très très nécessaire. Et je voudrais juste citer un exemple de ce qui se fait au Bernardin là-dessus pour aller dans le sens de ce que disait aussi Olivier. C'est le séminaire sur les normes comptables. On peut dire les normes comptables, c'est vraiment très très rasoir parce que la comptabilité, c'est vraiment pas très très amusant, c'est très contraint, etc. Or, quand on se plonge dedans et dans l'histoire des normes comptables, on s'aperçoit qu'au départ, c'était des religieux qui les ont instituées petit à petit pour pouvoir décrire ce dont ils parlaient, en fait. Et les premiers écrits, c'est des franciscains, donc des gens qui ne sont pas censés être dans le maniement de l'argent, etc., et le grand capital, etc. Donc là aussi, on retrouve cette dimension spirituelle qu'il faut retrouver, et ils essayent justement de travailler dans ce séminaire sur la philosophie des normes comptables pour pouvoir introduire ce qu'on ne considère pas assez aujourd'hui, c'est-à-dire les hommes, la nature, et plus généralement la société auquel participe une entreprise. Voilà. Donc c'est un exemple, mais je pense que ça fait converger aussi les différentes dimensions. Et vous facilitez la tâche, donc du coup je vais poser la question à Olivier Favreau. Justement, cette dimension spirituelle de l'entreprise, c'est aussi le rôle de l'entreprise. C'est vrai qu'on a vu différents rôles, des prises de décisions différentes. Quelle est un peu votre analyse là-dessus, sur cette entreprise pendant, et puis surtout sur peut-être en sortie aussi, si on parle de sortie de crise à un moment, et j'espère qu'on va en parler évidemment. Alors, avant de vous dire comment on va en sortir, il faut commencer vraiment par prendre conscience de l'ampleur du problème. C'est-à-dire la responsabilité de la discipline économique dans le fonctionnement du monde actuel et donc dans sa crise. Cette responsabilité est absolument écrasante. C'est-à-dire, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais on peut dire les choses vraiment très simplement. Ça s'est produit en gros dans les années 70. D'ailleurs, c'était les années, tu as cité Margaret Thatcher, on aurait pu citer aussi Ronald Reagan. C'est à cette période-là qu'il y a eu un énorme basculement intellectuel qui est particulièrement visible dans la discipline économique, mais qui ne concerne pas uniquement l'économie. Et en gros, toute la façon de penser l'économie s'est réorganisée autour de l'idée que, l'individu est rationnel. C'est l'homo economicus, c'est une petite machine à calculer, une super machine à calculer, qui cherche son intérêt individuel. Et deux, le grand principe d'organisation, pas simplement de l'économie, mais de la société, c'est le marché, c'est-à-dire la compétition, c'est-à-dire la concurrence. Et en réalité, d'ailleurs, l'entreprise, c'est une chose que nous avons découverte ces 10 dernières années, en travaillant ici grâce au Bernardin. L'entreprise n'était pas du tout au centre de la réflexion. L'entreprise, au sortir des 40 dernières années de financiarisation, c'est devenu une sorte de quasi-actif financier. Et la collectivité humaine, incroyablement créatrice, qui est l'entreprise, en réalité, est menacée de disparition. Donc, voilà la direction dans laquelle il faut s'engager. Mais avant de s'y engager, je vais dire aussi quelques mots, comme l'a déjà très bien dit Anne Dutilleul, sur la recherche en cours qui est menée par mes successeurs au Bernardin. Il faut bien se rendre compte qu'on se heurte à, non pas un ennemi, mais une puissance intellectuelle absolument formidable, qui est quand même fondamentalement anglo-saxonne et qui s'incarne particulièrement dans tous les systèmes de mesure et d'évaluation.
les systèmes d'évaluation macroéconomique, le PNB, toute cette... Et vous voyez, même 10 ans après la commission que Nicolas Sarkozy avait instituée, franchement, rien n'a bougé. Mais il y a aussi tout le système de comptabilité privée. Et donc, effectivement, il faut saluer à nouveau l'intuition un peu prophétique des Bernardins qui ont réorganisé le département d'économie autour d'une recherche sur comment modifier le système d'évaluation en microéconomie pour les entreprises, de telle sorte que on ne cherche pas simplement à amortir le capital, mais aussi, le terme d'amortir d'ailleurs ne serait pas très satisfaisant, mais on peut le garder au moins momentanément pour se faire comprendre, faire la même chose pour le travail et faire la même chose pour la nature. Et j'espère que la recherche qui est en cours, que vous avez très bien évoquée, voilà, qu'elle va aboutir. C'est dirigé par Alexandre Rambaud ici. Dominique Potier, et Baudouin Roger. Pardon. Dominique Potier, il y a évidemment une dimension politique à tout ça. Est-ce qu'il faut changer ces instruments? Est-ce qu'il faut d'une part l'imposer? On parlait tout à l'heure, je me souviens très bien avoir rencontré M. Stiglitz, qui était très optimiste à l'époque de la nouvelle échelle où on incluait le bonheur, où on incluait des choses comme ça. Et puis c'est apparu, ça a disparu aussi vite que ça a apparu. Donc, est-ce qu'il y a un travail à faire? Et je vous pose une question directe aussi, parce que, et je m'en excuse, en ce moment, la politique, on a l'impression que le monde politique, il y a une petite crise de conscience aussi, les gens se retrouvent. Donc comment on fait pour à la fois rétablir de la confiance par rapport aux élus et à ce qu'ils font et à ce qu'ils peuvent apporter, et aussi précipiter quelque chose sur lequel on change les échelles, on change le système et on réfléchit différemment à ce que peut être le succès dans une société, et en liant tout ça, le citoyen, le politique et tous les acteurs de la société. Ce que Anne et Olivier évoquaient, c'est la question du langage. Et on a le sentiment d'un Babel, apparemment, des langages. Mais derrière cet apparent Babel, je cherche une image dans l'Ancien Testament ou dans une mythologie quelconque d'un Dieu tout-puissant, on dépense 30 milliards. 30 milliards de publicité, nous consentons à dépenser 30 milliards de publicité en France tous les ans. C'est un consentement. Bon. Et nous n'arrivons pas à trouver les quelques millions d'euros qui permettraient d'établir la recherche et les instruments d'une certification de la responsabilité sociale et environnementale. Les arguments financiers sur des propositions de loi, des amendements dans la loi Pacte qui s'inscrivaient parfaitement dans la dynamique de cette révolution culturelle des Bernardins. La raison d'être d'une entreprise, mais la raison d'être sans façon de faire, c'est du vent. Il faut du sens, mais il faut un langage qui vérifie que nous parlons de la même chose, que nous savons ce que nous voulons, et que nous le faisons éventuellement ensemble. Donc cette question du langage est fondamentale. Et nous, j'en suis, alors, je ne sais pas combien d'amendements, c'est vraiment un des sujets que je porte, mais même, je le dis à gauche, dans le mouvement politique qui est le mien, c'est une pensée orpheline. C'est une pensée orpheline. On a abandonné au marché, y compris la question du langage. Et nous retrouvons, par rapport à la comptabilité moderne, les mêmes arguments. Il y a des phénomènes de permanence. Bien sûr, il y a une crise du Covid-19, il y a un instant, il y a un kairos, mais il y a aussi des faits de permanence. Je bossais ce matin sur l'esclavage moderne dans les chaînes de production mondialisées, avec une formation. J'ai pris une heure de formation avec des ONG qui font des audits sur le terrain pour comprendre les mécanismes. Les arguments de 1841 sur le travail des enfants à l'Assemblée nationale sont les mêmes qui sont utilisés aujourd'hui pour résister. C'est les mêmes. Alors bien sûr, on ne parle pas du territoire de l'industrie des forges ou des mines. Nous parlons de l'usine monde, de la planète, mais c'est les mêmes arguments. Et sur la question du langage, en 1915, je crois, la comptabilité moderne est fondée. C'est une atteinte à la liberté pour les libéraux et les conservateurs. Ça sera au contraire un formidable facteur de prospérité, parce qu'on sait de quoi on parle. Aujourd'hui, effectivement, il faut enrichir notre langage de ce qui est fragile et précieux. Et ça me permet d'évoquer une autre grande découverte de cette période. C'est le concept d'une seule santé, qui me semble être une extraordinaire bonne nouvelle. Pour parler de ces questions de santé, on a deux polarités qui me paraissent être deux humanismes
parce que je suis terrifié par les risques d'une pensée écologiste déshumanisée. Et ces deux humanismes, c'est le suivant, c'est que pour prévenir les zoonoses qui elles-mêmes seraient, tout ça est en train d'être vérifié, documenté, mais il y a des fortes hypothèses. Je déjeune bientôt avec le directeur scientifique de l'INRA qui va me réexpliquer tout ça, mais il y a de fortes hypothèses que les désordres écologiques génèrent des désordres, des zoonoses qui se transmettent à l'homme, etc., accélèrent les risques de ce type de pandémie et fragilisent l'humanité. Donc nos modèles de développement qui sont liés à nos styles de vie, conditionnés par ce qu'on a vu, un langage marchand qui domine nos imaginaires, créent des risques de fragilisation et d'effondrement de notre humanité. Mais par ailleurs, cette pandémie, qu'elle soit causée indirectement par l'homme ou qu'elle soit le fruit de la nature et de désordre que je pourrais qualifier de naturel, elle ne fera pas tous les hommes de la même manière. Suivant que vous êtes riche ou puissant, suivant que vous êtes diabète T2, obèse, sujet à des comorbidités, etc. C'est la dernière question que j'ai posée au gouvernement, que j'ai postée la semaine dernière. C'est une étude épidémiologique qui nous dirait comment géographiquement, sociologiquement, la malbouffe, la sédentarité, le désœuvrement, la pauvreté, la précarité, le mal logement, etc. ont accéléré les risques de comorbidité. Et je me dis que ce concept d'une seule santé est un formidable récit politique. Parce qu'il place l'homme à chaque fois au sommet. À la fois, l'homme, dans sa santé, de son bien-être, est capable, et plus capable de résister à traverser les épreuves de la vie. Donc c'est un don et un droit sur lequel nous devons combattre en permanence pour cette égale résistance, résilience de chaque être humain. Et par ailleurs, notre humanité doit prendre soin des équilibres de la nature afin qu'ils ne génèrent pas des monstres, etc. Mais à chaque fois, l'homme est au sommet. La santé de l'homme dépend de la santé de l'animal, qui dépend de la santé du végétal, qui dépend de la santé du sol. Nous ne sommes ni des vers de terre, ni des brins d'herbe. Nous sommes une anthropologie à découvrir. Et une seule santé peut être un récit humaniste. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle dans la période qui vient. Et ça aussi, on a besoin de langage commun, on a aussi besoin de récits collectifs. Et il me semble que ce récit autour de One Health, qui vient de l'épidémiologie, qui vient de la science, peut devenir un récit politique, si nous savons nous l'approprier et avant tout en faire un humanisme. Jean-Baptiste Arnaud, alors leur tour, on va parler aussi un peu de concret. On a déjà évoqué quelques pistes. Vous avez des pistes, hein, vous, dans vos textes, et des pistes très concrètes sur les salaires. Expliquez-nous un peu, si on parle un peu de concret, quelles seraient un peu les priorités qui permettraient de faire bouger un peu les lignes sur tout ce qu'on a évoqué et de remettre l'humain au centre de cette équation. Il y a une priorité qui a déjà été évoquée souvent, dont on voit bien qu'elle n'est pas neuve, mais précisément nous pensons qu'elle est d'autant plus importante maintenant, c'est de se doter d'autres indicateurs que simplement le PIB ou que simplement des indicateurs économiques marchands, de pouvoir, et nous sommes en tout cas encouragés à travailler dans ce sens ici au Collège des Bernardins. Un autre élément important tourne autour de la formation, de l'éducation. On a beaucoup parlé du langage et ça me réjouit parce que on voit bien qu'il y a un enjeu très fort à exprimer quelque chose et que ça s'apprend en fait d'exprimer, écrire, parler. Et on sent bien que ça a été un des enjeux certainement aussi de cette... Le langage, je trouve que c'est un très bon point. Alors après, moi j'allais dire la question suivante, c'est l'adhésion. Parce qu'une fois que vous avez le langage commun, il y a aussi comment on provoque l'adhésion à ce langage-là et à ce projet-là. D'abord, de faire en sorte que ce langage ne se réduise pas à une technique, ne se réduise pas à simplement des outils, mais qu'il soit porté par une personne. Si vous voulez, le langage, c'est la partie visible d'une partie invisible. Depuis tout à l'heure, on parle de ça. Et comment est-ce qu'il y a cette adéquation plus grande entre le langage, la parole, et puis la personne qui porte cette parole, qui porte ce langage, que ce soit au niveau personnel, en tout cas singulier, ou que ce soit au niveau d'un pays, d'une nation. Et donc, nous portons vraiment ce souci de pouvoir proposer des formations et des projets à la fois, on pourrait dire, de la plus petite école, simplement de l'éducation à cette anthropologie de la personne, des enfants à qui on n'a jamais expliqué ce qu'était vraiment une personne et que ce n'était pas seulement un consommateur ou un technicien, des enfants qu'on n'a jamais formés à une raison qui soit plus large, qui puissent contempler la nature, qui puissent découvrir aussi la joie d'une poésie, qui n'est pas seulement d'apprendre des choses qu'on récite par cœur, mais de former
former cette sensibilité. Et puis, on pourrait dire à l'autre bout de la chaîne de la formation, que ce soit des programmes de recherche universitaire qui puissent être transdisciplinaires. Ici, au Collège des Bernardins, nous vivons cette transdisciplinarité entre les sciences humaines et la théologie, entre les différents courants ou entre les différentes confessions aussi chrétiennes, entre les différentes religions. Et il nous paraît important de pouvoir aussi y compris d'ailleurs financièrement, enfin en tout cas de se donner des moyens financiers, de pouvoir favoriser, encourager ces programmes de recherche et cette attention à une éducation intégrale, à une éducation de toute la personne. L'hyperspécialisation, elle est aussi vraie à l'université ou dans les recherches qui sont conduites, mais elle est aussi vraie dans la manière dont finalement on considère des petits-enfants dans une cour d'école. C'est-à-dire que le regard qu'on porte, un regard d'accompagnement, un regard de développement intégrale d'une personne comme d'une société, il va avoir des conséquences très concrètes sur les choix qu'on va faire, y compris dans des programmes scolaires, ou dans le lien entre un programme scolaire et des activités périscolaires, par exemple, et puis dans des programmes de recherche aussi, comment des équipes de chercheurs de différents domaines vont pouvoir accepter de travailler ensemble et d'avoir aussi, de constater parfois leur incapacité à se parler dans un premier temps. Ça, c'est pas grave, au contraire. Et peut-être dernier point, parce que ça nous tient aussi beaucoup à cœur, que ça puisse se faire aussi dans une dimension européenne. Et cette formation européenne, elle touche là encore la mémoire, la relecture de l'histoire. D'où venons-nous? Pour savoir où on va et ce qu'on veut faire, il faut savoir d'où on vient. Et en tout cas, d'encourager cette histoire européenne qui n'écrase pas. Vous voyez, tout à l'heure, vous parliez des différents acteurs, au fond, de cette crise. Je crois que la mise en lumière des corps intermédiaires dans notre société, elle est plus que jamais nécessaire. Et elle nous a été quand même largement redonnée par ces semaines que nous venons de vivre. Eh bien, voilà, il y a une personne, il y a des corps intermédiaires, il y a une nation, il y a des nations. Chacun existe à sa place. Ça s'appelle le principe de subsidiarité. Et chacun aide aussi l'autre à trouver sa place. Et il nous semble important de pouvoir le vivre dans un tout petit cercle de relations autour de soi, comme entre les nations européennes, notamment pour la formation des plus jeunes, comme des adultes et des chercheurs. Je vais en profiter pour faire un petit tour de table avant de prendre les questions du public, parce qu'on a des questions par Internet. Du coup, Olivier, sur les pistes concrètes un petit peu, ou en tout cas quelques priorités qui vous semblent déterminantes par rapport à un chemin à suivre. Bien, je pense qu'un des lieux où on pourrait commencer à inverser la machine, je dis bien un des lieux, il y en a beaucoup d'autres, et Jean-Baptiste vient d'en énumérer de très importants, et vraiment je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que tous les lieux que tu as évoqués puissent développer tout leur potentiel. Mais il me semble qu'il y a un lieu très important qui est quelquefois oublié dans le débat, y compris dans le débat écologiste, c'est ce qui se passe dans les entreprises. C'est que s'il faut réorienter l'économie pour réencastrer l'économie dans la société, l'entreprise est probablement, plus que l'État, et bien évidemment plus que l'individu, est probablement le lieu principal. Donc il faudrait que les entreprises fonctionnent d'une façon différente. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a un énorme potentiel de transformation qui n'est pas sans lien avec le principe de subsidiarité, qui est le potentiel qui vient du travail, des salariés eux-mêmes. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on peut espérer d'un système où la société est dominée par l'économie, et où l'économie est dominée par les entreprises, et où les entreprises sont dominées par la finance? Tant que dans les entreprises, on ne donnera pas une voix égale aux salariés et aux représentants légitimes du capital et des actionnaires, il n'y a pas grand-chose à espérer, notamment en tant que changement des critères d'évaluation. Un patron, si généreux qu'il soit, confronté uniquement à des actionnaires, à des représentants de la finance, il va adopter le langage de la finance pour évaluer la performance de son entreprise. Il faut d'autres gens dans les conseils d'administration, dans les conseils de surveillance, pour faire entendre une autre voix. Et cette voix, c'est la voix la plus naturelle, c'est celle des gens qui travaillent. D'une certaine façon, alors en termes techniques un peu rébarbatifs, ça s'appelle la codétermination, c'est-à-dire le partage des conseils d'administration et de surveillance entre représentants du capital et représentants du travail. Mais d'une certaine façon, la codétermination est la forme peut-être exemplaire de la subsidiarité que recommande la doctrine sociale de l'Église. Et d'ailleurs, ça nous fait à ce moment-là relever
notre regard au-delà des limites de l'Hexagone et pour constater que dans la moitié des pays d'Europe, ce système-là est déjà assez fortement, pas totalement, mais assez fortement en place. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on fait la connexion avec l'Europe. C'est une invention européenne, c'est une manifestation du génie européen. Vous ne trouverez pas cela aux États-Unis, vous ne trouverez pas ça dans le reste du monde anglo-saxon. Et donc, voilà, tout ça nous oriente assez naturellement vers peut-être que le premier espace politique où il est possible de provoquer des changements majeurs, c'est l'espace européen. Anne Dutilleul aussi sur ces propositions concrètes, notamment je sais que vous travaillez beaucoup sur les territoires. Oui. Je vois que le public s'impatiente. Oui, on va finir mais... le tour de table et puis après on va poser des questions. Je voudrais quand même dire quelque chose sur ce qu'ont dit mes deux prédécesseurs là, dans le tour de parole. Sur ce que vient de dire Olivier Favreau, je voudrais quand même dire que les entreprises ont déjà bien engagé ce mouvement et qu'il est très rare qu'il n'y ait pas d'entreprise où il n'y ait pas de représentants des salariés au conseil d'administration. Mais que ça ne fait pas tout, loin de là, parce que c'est peut-être une position personnelle, mais je pense que le côté systémique n'est pas celui qui va résoudre les problèmes. Et je rejoins là ce qu'a dit Jean-Baptiste Arnaud, c'est-à-dire qu'il a insisté sur l'éducation. Et je pense que ça, c'est un point tout à fait clé qui a été d'ailleurs révélé pendant la crise, parce que les enfants pauvres, les enfants des familles où il n'y avait pas d'appui chez eux pour suivre leurs cours, ne serait-ce que parce qu'ils n'avaient pas d'accès à Internet, mais aussi parce que leurs parents étaient très occupés ou qu'ils ne savaient pas les aider, ont beaucoup souffert pendant cette crise, et les professeurs aussi. Nombre d'instituteurs se sont dit, mais on a l'impression vraiment, ça nous crève le cœur d'avoir abandonné en rase campagne ces enfants pendant plusieurs mois. Et ils ont vraiment senti à quel point cette œuvre d'éducation et d'enseignement était importante pour tous les enfants, mais en particulier pour ceux qui n'ont pas d'aide chez eux. Et du coup, ça a donné lieu aussi à des initiatives locales où, ne serait-ce que les écoles, quand elles ont rouvert, ont dit on va prendre d'abord les enfants qui n'ont pas d'aide chez eux et pour lesquels les parents travaillent ou sont obligés d'être en télétravail et donc n'ont pas le temps de s'occuper des devoirs des enfants. Donc il y a eu aussi des initiatives comme ça, un peu spontanées, de dire on va d'abord s'occuper de cela. Et moi, dans les solutions, si je puis dire, pour reprendre les choses, je crois qu'il faut repartir à la base, c'est-à-dire utiliser tous les moyens que l'État donne déjà d'expérimentation, de dérogation, comme je le disais tout à l'heure, de liberté d'agir et d'entreprendre pour construire des tas d'initiatives qui sont déjà en germe, qui sont déjà réalisées, et surtout essayer de faire en sorte que ce ne soit pas l'État qui les impose d'en haut quand elle aura constaté que ça marche, mais qu'il continue à stimuler et à accompagner, mais non pas à imposer. Je prends l'exemple d'une personne qui a voulu faire du pain pour son village, alors que voilà, les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux, etc. Eh bien, ça a été difficile avec la mairie, qui a commencé par lui dire non, vous n'avez pas le droit même de vendre un pain. Donc voilà, il y a des règles qu'il faut savoir laisser un peu de côté pour laisser l'initiative. Et donc voilà, la liberté humaine fera le nécessaire pour créer les bonnes solutions. Dominique Potier sur les pistes à suivre et puis sur le rôle de l'État aussi, c'est important. Oui, je voudrais, pour créer un début de controverse, mais vraiment pour jouer le jeu avec Anne, je crois vraiment à ce mouvement ascendant, je crois à l'éducation populaire. Si on parle il faut engager des processus, pour reprendre le terme, des processus dans le temps, autant que d'avoir des conquêtes spatiales et factuelles. Et ça demande du courage politique, parce qu'on n'en voit pas le produit immédiatement, mais le grand courage politique, c'est d'engager cette conversion spirituelle par l'éducation populaire, la découverte du beau, la découverte du collectif, la découverte de l'effort et de la joie de l'effort. C'est quelque chose qui n'est pas forcément donné ni dans l'école, ni dans la famille. Il faut un tiers-lieu. Moi, je crois que le grand investissement d'un État serait de permettre à chacun d'avoir l'estime de soi. Pour reprendre les questions de Ricoeur, qu'est-ce que l'estime de soi ? C'est à l'État de le garantir dans cet accomplissement de la liberté et de la vocation de chacun. Pour le dire politiquement, parce que vous voulez des propositions concrètes, alors la première serait
une éducation populaire comme tiers-lieu à côté de la famille pour accomplir cette individuation, pour reprendre les termes de Cynthia Fleury, et pas parler du personnalisme et en parler en des termes plus psychanalytiques, mais l'individuation me paraît être cette forme contemporaine qui peut être aimable et qui peut nous rassembler, au-delà même des cercles chrétiens. Deuxième enjeu, c'est celui de la souveraineté solidaire. J'ai été effaré de comment les mêmes apôtres d'une mondialisation sans foi ni loi se retrouvaient tout à coup souverainistes. C'était circuit court, pensée courte. C'était stupéfiant. Enfin, je veux dire, quand on sait qu'aujourd'hui les feux de la malfaçon de la gestion des forêts australiennes ont des conséquences sur le rendement du mil dans l'Afrique subsaharienne et que c'est 100 millions de paysans dont la survie est conditionnée par le changement climatique et notre interaction, penser circuit court et souveraineté, y compris dans l'alimentation, enfin, c'est le paysan et un peu le politique qui parle, c'est très court. Donc, il nous faut penser nos interdépendances de façon souveraine et solidaire. Et il y a un exemple qui est une bonne nouvelle et que je voudrais partager ici. Une des idées qui est née dans ce moment de la réflexion, dans ce moment révolutionnaire de la réflexion ici même, autour du cycle de 10 ans conduit par Olivier et d'autres autour de l'entreprise, c'est le devoir de vigilance. C'est le souci des plus fragiles au bout du monde, c'est la responsabilité de celui qui a le pouvoir par le capital sur la dignité humaine au bout du monde. Eh bien, cette loi votée en France il y a 3 ans, est aujourd'hui en train de devenir une directive et peut-être un règlement européen dans les 2 ans qui viennent. En moins de 5 ans, cette idée aura prospéré. Elle incarnera ce que nous pourrions appeler un ethos européen, qui pourrait être notre façon d'être au monde. Ce combat politique né de la société civile, des cercles intellectuels réunis ici même, intellectuels et spirituels, est en train de prospérer aujourd'hui. Berlin, j'ai des déplacements un peu partout qui sont prévus, Madrid, il y a un axe qui se dégage et sur des sources très diverses. Et je vais vous dire la bonne nouvelle, c'est que c'est à la fois le Parti socialiste espagnol qui le défend avec Pedro Sánchez, mais c'est aussi un ministre de la coopération de la CDU, la CSU plus précisément, qui au nom de ses convictions personnelles le développe en Allemagne et challenge le SPD sur cette conquête que la chancelière s'apprête à accepter. C'est une révolution. Et puis, pour redire de ces révolutions sur les eaux profondes qui animent la vie politique, puisque vous en inquiétiez tout à l'heure, je vais vous donner une bonne nouvelle qui est de cette semaine. Il y a exactement une semaine, 7 jours, Xavier Breton, député républicain, a fait adopter à l'unanimité une proposition de loi qui vise à saisir le Conseil national consultatif d'éthique sur les 3 zones frontières qui ont été celles de la pandémie, la priorisation des patients, la question des corps et du deuil, la question des solitudes et bien sûr la question de l'accompagnement des soins palliatifs en situation d'urgence. C'était exactement dans les mêmes termes et quasiment avec les mêmes mots, sans concertation, la question écrite que j'avais posée 2 mois avant au ministre de la Santé. Et quand sur les 2 bouts de l'hémicycle, nous convergeons et que nous rassemblons sur ces idées, alors il y a lieu d'espérer.